Parce que oui, ce sont nos passés Ils ne font pas seulement des quarts d'heure de gloire. et nos histoires de vie. Nous voulons voir au-delà. Bienvenue dans Mots croisés, le podcast où les mots rapprochent les générations. Ici, des lycéens et lycéennes échangent avec des personnalités publiques sur des thèmes forts autour de l'oralité. Chacun leur tour, ils piocheront une question au hasard pour explorer comment la parole construit des ponts, brise les barrières et inspire des trajectoires nouvelles. Marie Caillot était la présidente du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse jusqu'en 2024. Elle est aujourd'hui responsable du pôle partenariat et public de la région Bretagne. Très engagée pour la jeunesse, elle échange aujourd'hui avec Christella, finaliste du concours d'éloquence 2024 de l'association Trouve ta voix, qui a obtenu le prix coup de cœur du jury sur le thème « Qu'est-ce qui nous lie ?» Chapitre 1. Vos voix. Dans ce premier chapitre, nos invités vont s'interroger sur leur rapport à la prise de parole. Et pour démarrer, une question toute simple. Que faites-vous de votre voix ? Bonjour. Bonjour. Bonjour Christella, très contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Et alors du coup, qu'est-ce que tu fais avec ta voix ? Alors moi, je parle à l'école avec mes amis. C'est ce que je fais de ma voix. Et toi ? C'est un peu bizarre comme question parce que à l'inverse, qu'est-ce que je ne fais pas avec ma voix ? Je crois que je fais tout avec ma voix, mon travail, mon engagement, la sociabilité. Enfin, c'est un peu le cœur de toute ma vie, j'ai envie de dire. Donc un peu de tout. Et finalement, je pense le plus important, si je devais donner un sens à ce que je fais avec ma voix, c'est essayer de convaincre les gens autour de moi pour des causes, pour des choses qui comptent pour moi. Ok. Si tu veux, on peut commencer avec les questions. Je te pose une question ? Ok. Ça te va ? Alors, quelles émotions prennent le dessus lorsque tu parles en public ? Quelle émotion ? Ça dépend avec qui je parle et ce que je vais dire. Mais dans la situation dans laquelle je suis, ça sera peut-être de la joie, de la tristesse, peu importe. C'est vraiment dans la situation dans laquelle je suis, c'est ça qui va influer sur l'émotion que je vais ressentir. Et du coup, toi ? Moi, ça dépend aussi. Parfois un peu le stress quand même. S'il y a des moments où je dois prendre la parole devant beaucoup de gens ou pour un événement qui compte. Mais je suis d'accord avec toi, ça dépend vraiment de la situation. Mais en général, c'est quand même de la bonne émotion. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, mais... oui, je suis d'accord. C'est plutôt un plaisir, quoi. Ouais. Ça marche. Du coup, Allez, vas-y, je t'en prie. Y a-t-il une phrase que l'on vous a dit enfant et qui vous a marqué ? Excellente question. Je crois qu'en psychologie, il y a des phrases comme ça qui sont un petit peu fortes et qui marquent l'adulte que tu deviens après. Moi, je crois que il y a deux choses. C'est un peu sois forte. Vraiment, te laisse pas impressionner. Tu peux y arriver. Vraiment, ne crains rien. Et parfois, un peu dépêche-toi aussi. Et toi ? Moi, c'est tu parles beaucoup. C'est vrai. Depuis toute petite, je suis vraiment une pipelette. Je parle tout le temps. Quand j'étais en primaire, tout le temps, ils disaient bavardage, bavardage. Ouais. Du coup, quand je suis arrivée au collège, je parlais presque pas. Enfin, je parlais quand il fallait parler. Mais maintenant, je parle comme avant. Après, je me fais pas reprendre pour le bavardage. Mais sinon, je parle tout le temps. On me dit que c'est là que tu parles beaucoup. Et moi, je sais que je parle beaucoup. Ouais. Et pourquoi au collège, du coup, t'as arrêté de parler ? Parce que je suis arrivée dans un collège qui était dans une autre ville que la mienne. Ouais. Du coup, je connaissais pas forcément tout le monde. Mais après, je me suis très vite adaptée. Mais sinon, j'étais normale. Enfin, après, quand j'étais avec mes amis, je parlais comme d'habitude. Mais en cours, je parlais plus forcément. Et du coup, voilà. Et aujourd'hui, toujours, C'est ça. t'adores parler. C'est Ok, ça. trop bien. Écoute, je tente une autre question. Est-ce qu'il y a un moment où tu as senti que ta parole avait un réel impact sur les autres ? Oui, à 2 moments de ma vie. La première fois que je me suis présentée en tant que déléguée devant ma classe. Ok. C'était en quelle classe ? En 4e. Et quand j'ai fait mon concours d'éloquence dans ma classe, quand j'ai vu que mes camarades ils étaient touchés par ce que je disais, c'est là où j'ai vu que ce que je disais, ça avait un impact sur les autres.
C'est sur quel sujet? C'était qu'est-ce qui est réussir sa vie. Et du coup, je parlais de qu'est-ce que c'était réussir sa vie pour moi. Et du coup, je parle un peu de ma vie, de ce que je voulais faire plus tard. Et voilà. Et toi, du coup? Moi, je crois que sur le moment, j'ai jamais réalisé, en fait, le pouvoir que pouvaient avoir les prises de parole. Et c'est souvent après, justement, où les gens m'ont dit là, tu m'as convaincue ou alors tu m'as touchée. Moi, c'est quelque chose que je trouve très chouette quand on arrive à toucher vraiment la personne à qui on parle. Peu importe qu'il y ait 2 personnes ou 100 personnes, on s'en fiche. Mais qu'on arrive à toucher une émotion et à parler à l'humain, quoi. Pas être simplement dans le discours persuasif. Et après, moi, j'ai eu la chance d'avoir plein de moments où j'ai eu le sentiment que ma voix comptait, que ma prise de parole, elle avait un sens, qu'elle pouvait changer les choses, notamment dans mes engagements bénévoles, parce que j'en ai eu pas mal. Et j'étais notamment présidente du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, qui est un conseil qui traite des questions de politique de jeunesse, plein de champs différents, l'insertion, l'éducation populaire. Et en fait, c'est chouette de pouvoir prendre la parole pour essayer de convaincre des politiques de changer justement ce qui concerne les jeunes. Donc ça, j'ai eu de la chance par rapport à ça, d'avoir eu des espaces où j'étais écoutée. C'est trop bien. Ouais, c'était sympa. Du coup, à moi. Quel est le mot que vous aimez le plus et pourquoi? Il y a plein de mots que j'adore. Je pense que le mot que je préfère, ce serait idéal. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, dans l'idéal, il y a quelque chose qui relève un peu du rêve. Et je trouve que le rêve, c'est un peu un mot qui est déprécié. C'est arrête de rêver. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, notamment quand on est jeune, en disant tu verras plus tard quand tu seras plus raisonnable, que tu auras de l'expérience. Et en fait, j'espère toute ma vie rester dans cette recherche de l'idéal toujours, avec peut-être ce petit côté rêveur, mais jamais fataliste en fait. Toujours se dire il faut viser très haut pour obtenir peut-être pas exactement ce qu'on a imaginé, mais en tout cas au moins un progrès, quoi. Et toi alors, un mot qui te... Confiance. Ouais. La confiance, c'est quelque chose qui est très important pour moi dans tout ce que je fais. Et même quand j'ai peur, je me dis toujours que je dois avoir confiance en moi. Ou même quand je dois aider quelqu'un, je me dis d'avoir... Enfin, je pense que la confiance, c'est quelque chose de très important et qu'à des moments de notre vie, on l'a pas forcément. Et du coup, c'est vraiment un mot qui est très important pour moi, pour ce que je fais, pour ce que je suis. Et voilà, c'est le mot confiance que j'aime beaucoup. C'est la confiance en toi, du coup. Oui. Ouais. Et t'as toujours eu cette confiance en toi? Depuis toute petite. Depuis toute petite? Ouais. J'ai eu de la chance. C'est ma famille, mes parents, tout le monde m'a toujours mis en confiance et j'ai presque jamais douté de moi. Et pour ça, j'en suis très contente. Trop bien, la chance. Non, mais c'est important, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est quand même une chance pour le coup d'avoir confiance en soi. Moi, j'ai un peu confiance en moi aussi. Je pense qu'on est un peu 2 femmes fortes, en fait, à se parler. Non, c'est chouette. C'est une chance, ouais. Hop, alors, la prochaine. Ok. As-tu déjà ressenti le besoin de changer ta façon de parler pour t'adapter à une situation? Oui. Ouais, tu peux raconter? Face à un professeur, surtout au conseil de classe, quand on arrive sur peut-être un élève qui a une situation très difficile, c'est là où je dois changer ma manière de parler pour pouvoir défendre ce camarade s'il a besoin d'être défendu ou pour ajouter quelque chose. Ou même face à mes amis, je ne vais pas leur parler pareil que comme je te parle à toi ou à mes parents. Enfin, franchement, c'est dans chaque endroit où je suis, je vais changer ma manière de parler ou peut-être pas. Enfin, après, j'aime pas trop changer de manière de parler parce que du coup, je suis plus moi, je suis une autre personne. Mais des fois, je trouve qu'on a besoin peut-être de changer un peu la manière dont on parle. Et voilà, du coup, toi. Et qu'est-ce que tu changes comme chose quand tu parles? Par exemple, entre tes copines et moi, c'est quoi qui va changer principalement dans ta manière de parler? Je sais pas comment expliquer, mais je vais pas utiliser le même vocabulaire, par exemple.
ou parler de même sujet, des sujets que je pourrais parler avec mes copines. Je pourrais pas peut-être en discuter avec toi. Ouais. Et, Ok. mais du coup, toi? Oui, moi, je change beaucoup ma manière de parler, mais j'essaye de le faire de moins en moins. Parce que alors, c'est un peu paradoxal comme réponse. Moi, pour le coup, quand je m'exprime, je suis quelqu'un d'assez spontané. Je vais parler, souvent, des commentaires que j'ai pas mal eus quand je prends la parole, c'est très frais, c'est très pétillant. Alors, ça fait un peu, je suis un coca, mais, mais non, en fait, c'est juste que c'est une manière naturelle et qui est sincère de parler. Et en fait, je crois que c'est ce qui fait ma force aussi quand j'essaie de défendre quelque chose, c'est que je le fais vraiment avec mon cœur, quoi. Je suis vraiment très engagée dans ce que je dis et ça, je suis plus à l'aise pour le transmettre avec mon vocabulaire, avec ma manière de parler. En revanche, c'est sûr que parfois, j'étais amenée à rencontrer des personnes assez haut placé. Et c'est vrai que de la même manière que je ne vais pas forcément venir en basket et en jean, forcément, j'adapte aussi un peu ma manière de parler, mon vocabulaire. Et ça, pour le coup, je pense que je n'ai pas trop de difficultés à m'adapter, que ça se fait quand même assez naturellement, mais qu'on est assez inégaux par rapport à ça. Ça, pour le coup, c'est de la chance aussi d'avoir vécu dans des sphères assez variées quand j'étais petite. Donc, je pense que ça m'a aussi habituée à m'adapter naturellement. Mais c'est sûr que de la même manière que toi, quand je suis avec mes copines, je parle pas de la même manière. Peut-être parfois même un peu vulgaire, mais... Et donc oui, je m'adapte. Mais j'essaie de le faire de manière mesurée pour ne pas non plus transformer la personne que je suis quand j'échange avec des gens. Ok. Je me retrouve totalement ce que tu dis. Quand je dois défendre quelqu'un, je le fais vraiment avec le cœur aussi. Et ouais, je pense que c'est ça aussi qui fait que des fois les gens ils sont convaincus par ce que je dis, touchés. En fait, c'est grâce à ce que je suis, vu le fait que je ne change pas forcément ma manière de parler et que quand je dis quelque chose, je lui dis vraiment ce que je pense. Je pense que c'est ça aussi qui fait que je peux toucher les autres. Ouais, il y a une sincérité qui transparaît. Trop bien. Un souvenir d'un moment où vous avez aimé prendre la parole. Si tu as une idée avant moi, n'hésite pas. Du coup, moi, je reviens encore sur mon concours d'éloquence parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marquée parce que j'avais l'habitude de prendre la parole d'habitude, pas dans ce contexte-là. Et le fait de l'avoir fait, c'est quelque chose qui m'a marquée parce que j'ai vraiment pu dire mes pensées, défendre ce que je voulais défendre. Et j'ai réussi quand même à toucher le public dans mon lycée, mes camarades. Et c'est vraiment le moment qui m'a le plus... où j'ai vraiment aimé prendre la parole. Et sinon, je vois pas d'autres moments. Mais voilà. Ouais, super. Moi, des moments... en fait, je crois que... j'aime beaucoup prendre la parole en public, je dois dire. Donc, c'est souvent un moment à la fois de stress en même temps, de grande réjouissance en même temps. Mais les moments qui m'ont le plus marquée, je pense que c'est probablement dans mon association des jeunes Européens. Alors, c'est pas les prises de parole les plus impressionnantes que j'ai faites, tant par le lieu où j'étais ou le nombre de personnes qui étaient présentes, mais c'est des moments vraiment où la prise de parole, elle avait un sens parce que je pouvais changer des choses concrètement avec ce que je disais. Et ça, cet impact de la prise de parole, elle était quand même très... du coup, j'en ai un très bon souvenir. J'ai aussi des très mauvais souvenirs. J'avais dû prendre notamment la parole en anglais et je parle très mal anglais. Et c'est aussi mon pire souvenir finalement aux jeunes Européens. Mais c'est paradoxalement aussi un endroit où j'ai particulièrement aimé prendre la parole. Toi, tu as des moments où tu as détesté prendre la parole? Mes euros d'anglais. Franchement, en fait, quand je suis chez moi, j'arrive très bien à parler anglais. Mais j'arrive devant, je n'arrive pas. Et je préfère... plus l'espagnol, je suis beaucoup plus à l'aise. Mais l'anglais... Bon, on se retrouve là-dessus. Chapitre 2. Leur voix. Dans ce nouveau chapitre, parlons de vos voix, entremêlées à celles des autres. Y a-t-il une personne dans votre vie qui arrive toujours à vous convaincre?
Personne. Je suis quelqu'un de très têtu. D'accord. Même mes parents, ils me le répètent. Christelle, t'es têtue et tout. Quand j'ai une idée en tête, c'est je veux. Mais Est-ce que tu es plutôt la personne qui arrive toujours à convaincre? oui, j'arrive toujours à trouver quelque chose pour pouvoir faire que les gens partent de mon côté. Mais en vrai, peut-être ma mère. Ma mère, oui. Ma mère, des fois, elle arrive à me convaincre. Mais sinon, quand je veux quelque chose, il n'y a personne qui arrive à me convaincre que je ne dois pas faire cette chose. Ouais. Et du coup, toi? Moi, c'est un peu pareil. Je pense qu'on a pas mal de similitudes au final. Moi, j'ai du mal à me laisser convaincre. Enfin, en tout cas, jamais immédiatement. J'ai toujours besoin de digérer. Et en fait, c'est jamais finalement l'autre personne qui finit par me convaincre. C'est moi qui finis par me convaincre moi-même. Plutôt que le... Et pour le coup, ouais, je suis souvent celle qui va au contraire chercher à convaincre les autres. Et ça fait... Enfin, pour la petite anecdote personnelle, il y a un petit... Mon compagnon a créé un mot pour ça. En fait, quand j'étais en master, j'avais des cours de négociation avec un prof qui s'appelait Philippe Perchoc. Et du coup, souvent, il me dit « Ah là là, je me suis encore fait perchoquer ». C'est quand j'arrive à le convaincre d'un truc. Parce que ça m'arrive quand même très souvent de pousser. Mais parce que je dois être un peu têtue aussi, je pense. Bah, on est un peu pareil. Voilà. Une personnalité jeune qui vous inspire? Moi, j'ai beaucoup suivi la Violette d'Orange. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est une jeune femme qui est navigatrice. Elle a fait le Vendée Globe. Je ne sais pas si tu connais le Vendée Globe. Oui. Ouais, c'est le tour en bateau, en solitaire, sans assistante. Et elle doit avoir une vingtaine d'années. Et vraiment, je me suis dit, waouh, c'est... En fait, j'aurais jamais pu faire ce qu'elle a fait. Parce qu'elle a un courage incroyable. Enfin, à 20 ans, tu t'imagines sur un bateau, toute seule, à faire le tour du monde sans aucune aide. Et elle le fait avec une spontanéité, enfin, vraiment incroyable, une simplicité, en fait. Ça a l'air tellement simple quand elle le fait, et c'est extraordinaire. Et donc, moi, j'avoue qu'elle m'inspire énormément. Parce qu'en même temps, ça donne aussi un peu de courage en se disant, ben, en fait, si elle se donne des objectifs incroyables comme ça, et qu'elle y arrive, ben finalement, potentiellement, nous aussi, dans nos vies, on peut faire plein de choses, quoi. Toi, tu as une personnalité un peu jeune qui t'inspire? Là, dans ma tête, non. Hop, alors... Ça, c'est intéressant pour toi qui es bavarde. Quelle est, selon toi, la place du silence dans une conversation? Bonne question. La place du silence. Moi, je pense que le silence, ça permet aussi de... on va dire, si je te dis quelque chose et que je marque un temps de silence, ça permet déjà de réfléchir à ce que moi j'ai dit, à toi, comment tu vas l'interpréter et comment toi tu vas réfléchir par rapport à ça. Et en fait, je pense que le silence, c'est aussi important que la voix. Et je trouve que ça se compense. Je trouve que pour que ta voix soit entendue, il faut que tu laisses aussi la personne écouter et entendre ce que toi, ce que tu dis en lui laissant un moment de silence. Carrément. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment sous-coté, le silence, en fait. Mais c'est d'ailleurs une technique oratoire assez connue. Quand tu as beaucoup de gens devant toi, marquer un silence, ça va recapter immédiatement l'attention. Et en même temps, je trouve que dans une discussion, c'est intéressant parce que ça marque une certaine confiance, justement. Enfin, je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais parfois, quand tu arrives à être avec quelqu'un et à ne rien dire et que c'est pas gênant, ça montre quand même aussi quelque chose qui s'est installé. Et je trouve que du coup, c'est intéressant. Parce que souvent, le silence, c'est aussi une manière de se mettre en retrait un instant pour aussi potentiellement être plus à l'écoute de l'autre. Et finalement, on parle de parler, de discours. Et c'est vrai que l'oreille, c'est aussi quelque chose d'essentiel pour avoir un échange intéressant, quoi. Je suis totalement d'accord. Trop bien. Y a-t-il une voix qui vous apaise instantanément? Non. Non, j'ai pas de voix là, comme ça qui me viennent à l'esprit, qui m'apaisent particulièrement.
Moi, ce que j'adore, c'est les... Enfin, personne en particulier. Mais les gens qui ont des rhumes, parfois, ils ont une voix assez grave. Enfin, tu sais, ils pourraient faire de la radio à minuit sur une radio de jazz. Ça, j'adore ce type de voix, parce que je trouve ça très apaisant. Mais j'ai pas une personne en tête particulière. Et toi? Moi, c'est un chanteur. C'est vrai? Il s'appelle NK Jivin, c'est un chanteur de gospel. Et Ok. quand il chante, genre vraiment sa voix, elle arrive à toucher. Il chante aussi des fois en lingala. Et du coup, ça fait que même si je suis avec une personne qui ne va pas forcément comprendre, le lingala, c'est une langue du Congo. Et même si je suis avec une personne qui ne va pas forcément comprendre la langue, mais juste par sa voix, elle arrive à... saisir l'émotion. C'est ça. Le... Du coup, ça la Trop bien. Allez, on essaye la suivante. Ça rejoint un peu ce que tu disais. Y a-t-il une voix publique qui vous fascine ou vous hypnotise, même sans prêter attention aux mots? Du coup, ça sera du coup NK Jivin, hein, ce sera lui. Et du coup, toi, je sais pas si tu as... Ouais, moi j'ai du mal en fait. Je crois que si je prête pas attention aux mots, je décroche hyper vite. Au contraire, il y a peut-être des voix qui vont me déplaire fortement, mais c'est rare des voix qui vont me laisser entièrement. Enfin, ouais, j'attache quand même une importance assez fondamentale aux mots, au discours. Si un jour je suis confrontée à la situation de quelqu'un qui m'hypnotise, peut-être que je changerai d'avis, mais ouais. Bon, allez, ça ressemblait un peu. J'essaye de te poser une autre question. Vous est-il déjà arrivé d'adopter inconsciemment le ton ou les expressions de votre entourage? Oui. Ouais. Tu as une expression ou un ton en tête? Des fois, quand ma sœur elle parle, ça me fait rire. Et du coup, je vais reprendre ces expressions. Et quand moi, je les reprends, les gens disent que je suis super drôle. Alors que juste la manière dont ma sœur elle s'exprime. Ouais. J'aurais pas une expression en tête, mais juste des fois, quand elle s'exprime, c'est drôle. Du coup, je reprends comment elle parle. Et du coup, toi? Moi, je l'ai déjà fait inconsciemment, mais tout de suite, ça marche pas du tout. Il y a un peu... Enfin, c'est souvent... du coup, mon compagnon, comme on vit ensemble, je l'entends souvent. Et lui, il est très branché jeux vidéo, ce genre de choses. Donc, des fois, il m'explique des expressions et après, j'essaie de les réutiliser parce que je les trouve cool. Mais sauf que je les réutilise mal. Ou alors... l'autre jour, par exemple, on était à un repas de famille et j'ai dit « Ah ouais, ça date ça ». Et vraiment, tout le monde s'arrêtait et m'a regardé en mode « Mais Marie, ça te ressemble pas du tout ». Donc, c'est un peu un échec. Donc, j'essaye d'éviter de le faire. Non, mais c'est drôle. Appel ou texto? Moi, j'avoue, je suis très texto. Mais je pense que c'est pas... Je sais pas, toi, t'es plutôt texto ou appel? Moi, je suis appel. C'est vrai? En fait, j'ai vraiment du mal à m'exprimer par texto parce que j'ai l'impression que la personne, elle n'arrive pas à entendre comment je veux dire la chose. Et des fois, je peux paraître froide par ouais. Du coup, je préfère les appels et je trouve que c'est plus spontané, c'est vivant. Ouais. Comparé à être derrière un écran. Même si avec le téléphone, on est quand même derrière un écran, mais on arrive à s'entendre. Ouais. Et du coup, je trouve que ça crée une sorte de proximité avec la personne avec qui je suis au téléphone. Ouais, moi j'avoue, je suis texto, mais c'est des textos très vivants, tu vois, avec du smiley, des gifs, enfin vraiment, j'essaye de donner une oralité un peu à mes textos. Par contre, quand je reçois des textos de gens qui n'ont pas cette culture du smiley, d'émoticônes et tout ça, j'ai l'impression d'avoir des gens un peu froids. Typiquement, mon père qui me répond « Ok, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, j'ai fait quelque chose de mal. » Mais ouais, mais je comprends. Mais je pense que c'est vraiment une affaire, je vais paraître hyper vieille en disant ça, mais quand j'étais plus jeune, quand j'ai mon premier téléphone, à ce moment-là, il y avait un peu... T'avais soit SMS illimité, soit appel illimité. Et vraiment, le must du must, c'était d'avoir appel illimité. Et moi, j'avais pas appel illimité. Et par contre, j'adorais appeler du coup parce que je n'avais pas appel illimité. Mais ça a changé après avec le temps, la culture, la rapidité. Mais t'as raison, en soi, l'appel, ça permet d'avoir plus de proximité, d'entendre le ton. J'ai peur de déranger parfois, je crois. Ouais, c'est vrai, moi aussi, des fois.
Mais vu que j'appelle presque tout le temps les mêmes personnes, Ouais, ça. mes cousines ou mes copines, du coup, Elles ont l'habitude. c'est ça. Chapitre 3. Nos voix. Un dernier chapitre pour parler du monde et pour parler au monde. Comment encourager celles et ceux qui n'osent pas parler à prendre leur place dans le débat public? C'est une question qui est super intéressante parce que je trouve qu'elle pose la responsabilité sur celui qui ne prend pas la parole. Et pour moi, la responsabilité, elle est partagée entre celui qui n'ose pas prendre la parole et ceux qui la prennent tout le temps. Et à mon avis, une des premières choses pour permettre à ceux qui n'osent pas prendre la parole de le faire, c'est de se taire un peu aussi et de laisser la place pour justement dire là, tu as l'espace, ne te censure pas pour le faire, j'ai le temps de t'entendre. Et donc, vas-y, c'est à toi. Et je trouve que c'est important de renverser un peu cette responsabilité-là, parce que sinon, c'est très frustrant et on se sent encore moins légitime pour intervenir. Et donc voilà, se taire, parfois, c'est la première chose pour permettre à ceux qui n'osent pas prendre la parole de le faire. Après, je pense que c'est aussi rappeler simplement qu'on est légitime. Enfin, moi, je m'engage beaucoup pour que les jeunes puissent justement prendre la parole et défendre leurs intérêts par eux-mêmes. Et la première chose que je fais souvent, c'est de dire, en fait, tu parles de toi, tu parles de ton expérience en tant que jeune, et donc immédiatement, tu es légitime pour le faire. Ça ne veut pas dire que ton discours il est universel, mais déjà, tu défends ce qui compte pour toi, et donc forcément, tu as raison de le défendre. Après, on discute, on débat, mais au point de départ, tu es légitime à prendre la parole, et donc vas-y. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important à dire aux jeunes et aussi aux jeunes femmes, principalement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Je suis entièrement d'accord. Souvent, on a les mêmes personnes qui prennent la parole, et des fois, c'est pas pour dire des bonnes choses. Et je pense que même en tant que femme aussi, on n'a pas assez de femmes qui prennent la parole, parce que du coup, on a souvent les hommes qui prennent la parole, qui parlent tout le temps. Et ouais, je pense que on devrait laisser la place aux personnes du coup qui ne parlent pas. Et aux femmes, on n'a pas assez de femmes qui osent prendre la parole devant tout le monde pour dire des choses qui peuvent être constructives. Et en vrai, femmes ou hommes, c'est pas toujours des femmes aussi qui disent des bonnes choses. Du coup, je te rejoins sur tout ce que tu dis. Toi, tu as peut-être des gens dans ta classe où tu vois qu'ils n'osent pas forcément prendre la parole. Tu as tes délégués, c'est ce que tu disais. Là, cette année, non. Mais l'année dernière, oui. Ouais. Est-ce que tu as pu justement les encourager pour qu'ils puissent prendre la parole, qu'ils puissent défendre leurs intérêts? Constamment, c'est ce que Constamment. j'essaie de leur faire. Parce que je ne pourrais jamais défendre comme eux ils le voudraient. Enfin, ce qu'eux ils voudraient dire, je ne pourrais jamais aussi bien le dire comme ils le voudraient. Et je pense qu'ils doivent parler, ils doivent dire ce qu'ils ont à dire. Et je pense qu'on prêtera plus attention à eux qu'à une personne qui parle tout le temps. Complètement. Moi, par rapport à ça, alors je vais dire un truc, ça va peut-être te choquer, mais ce qui m'énerve vraiment vis-à-vis de ça, c'est les influenceurs, notamment ceux qui considèrent représenter les jeunes parce qu'ils sont jeunes eux-mêmes et qu'ils ont une grosse communauté. Moi, je trouve que c'est un truc assez insupportable, parce qu'en fait, souvent, ils ne représentent qu'eux-mêmes, parce qu'en fait, ils prennent pas forcément la tâche de leurs followers ou de leur communauté pour savoir ce qu'ils pensent vraiment. Ils n'ont pas été élus, ils représentent pas une communauté d'intérêt. Et c'est vraiment quelque chose, je trouve ça dommage parfois qu'on donne trop de voix à ces gens-là parce qu'ils ont une visibilité et qu'on en oublie en fait le reste de la population et qu'on ne laisse pas la place. Enfin, je sais pas si ça te fait réagir négativement ou pas, mais... Je suis d'accord, mais à moitié. Partagé. Ouais. Parce que du coup, oui, certes, c'est des personnes qui représentent que eux-mêmes, mais grâce à eux, il y a des personnes qui arrivent à s'identifier à eux, qui se retrouvent. Et puis même, ils prennent la parole pour, on va dire, un groupe de personnes. On va dire, moi, si je vois une influenceuse noire qui traite de sujets qui me touchent, qui m'intéressent, j'aurais plus tendance à m'identifier en elle. Et j'aurais pas que l'impression qu'elle se représente elle-même, mais qu'elle représente
toutes les femmes noires ou juste la communauté noire en elle-même à travers ce qu'elle dit et ce qu'elle défend. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on peut s'identifier, mais du coup, il faut pas que ça t'empêche, toi, de prendre la parole. C'est ça. C'est ça, en fait. Bon. Je vois, c'est à moi. Je sais plus, je suis perdue. Vas-y, si tu veux. Pensez-vous que les jeunes ont réellement la possibilité d'être entendus aujourd'hui? Joker. Non, je suis assez partagée. Il y a des espaces où ils peuvent prendre la parole, c'est sûr. Enfin, par exemple, le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse dont je te parlais, c'est quand même un espace super intéressant pour qu'ils puissent justement représenter leurs intérêts. Et en même temps, je suis partagée parce qu'en fait, ce type d'espace-là, souvent, il est consultatif. Et je trouve qu'en fait, les jeunes ne sont pas assez représentés dans les sphères décisionnelles. Et moi, c'est ce que je regrette vraiment. C'est bien de consulter les jeunes, c'est bien d'avoir leur avis, mais c'est juste pour dire bah super, on vous a consulté, mais en fait, on va pas faire ça. Du coup, je trouve pas ça satisfaisant. Et je trouve que ça se passe un tout petit peu trop comme ça aujourd'hui. Même s'il y a des choses très bien, mais j'aimerais bien qu'ils soient encore plus en pouvoir, quoi, d'agir. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis entièrement d'accord parce qu'aujourd'hui, on a plein d'espaces jeunes où on nous écoute, nous, mais on va nous écouter, mais ce qu'on a dit n'aura pas forcément d'impact sur ce qui va se passer après. C'est « Ah, on vous a écouté, ok, mais nous, on va faire ça, du coup, pour que ça vous arrange un peu. » Mais aujourd'hui, on n'a pas assez de jeunes vraiment qui prennent la parole et qui changent quelque chose. Aujourd'hui, moi, j'aimerais voir des jeunes peut-être de mon âge, ou même un peu plus âgés, mais qui prennent la parole et qui arrivent à faire changer quelque chose parce que malheureusement, aujourd'hui, on ne va pas trop nous considérer ce que nous on dit. On va plus prendre ce qu'une personne va dire, une personne adulte va dire parce qu'elle aura l'expérience. On va dire t'es jeune, du coup, tu verras plus tard quand tu grandiras. Mais non, aujourd'hui, je suis jeune, moi aussi, je vois des choses. Il y a des choses qui ne me plaisent pas forcément. Et je veux que ça change, que ce soit pour moi ou pour tous les jeunes de mon âge. Et du coup... Ouais, c'est vraiment le truc révoltant. C'est ça. T'es jeune, tu verras plus tard avec l'expérience. Franchement, moi, je trouve, pour le coup, j'arrive un peu à la tranche où je suis jeune, mais je suis pas tout à fait jeune. Tu vas me considérer comme une adulte. Moi, parfois, je me dis, je suis quand même, j'ai moins de 30 ans encore, jusqu'à juin. Mais en tout cas, là où je veux en venir, c'est que je suis un peu à ce basculement-là où je suis quand même plus adulte que jeune. Et en fait, j'adore rencontrer des jeunes, en tout cas des personnes qui ont la vingtaine, qui, je trouve, parfois voient le monde différemment, avec un regard justement peut-être parfois plus critique ou plus innovant que moi qui ai un peu plus cette expérience-là. Et j'espère que cette vision que j'ai là aujourd'hui, je la garderai toute ma vie, parce que je la trouve précieuse et de pas toujours confronter jeunesse versus expérience. Je trouve ça super important. À mon avis, c'est comme ça qu'on avance de manière intelligente, mais on verra quand j'aurai 50 ans. Je suis vraiment entièrement d'accord parce que du coup, je pense que toi et moi, on n'a pas la même vision du monde. Et des fois, notre vision, je trouve qu'elle peut changer quelque chose parce qu'on peut voir des choses que les adultes ne voient pas forcément. Surtout en tant que jeunes, des fois, il nous arrive des choses qui ne vont pas forcément arriver à un adulte. Et si on le dit, ils vont peut-être nous dire « Ah, c'est pas grave, tu verras quand tu vas grandir. » C'est souvent cette phrase de « Tu verras quand tu vas grandir. » Bah oui, mais... C'est réel ce que je veux Oui, dire. genre là, on est dans l'instant présent. Ouais. Et j'aimerais que ça change. Et du coup... Top. À mon tour. Alors, si tu avais un message à adresser aux jeunes qui ne croient pas en eux ou qui pensent qu'ils n'ont pas de place pour s'exprimer, que leur diriez-vous ? Leur dirais-tu ? Qui doivent déjà croire en eux. Ils ont de la place, ils méritent d'être entendus dans tout ce qu'ils font et que personne ne devrait leur faire croire qu'ils n'ont pas la place à cet endroit ou à tel endroit parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Et je pense que ce que je leur dirais, qu'ils devraient croire en eux et faire ce qu'ils ont à faire et que personne ne devrait leur dire qu'ils n'ont pas la place. On tombe sur la confiance en eux. C'est ça. Qu'ils aient confiance en eux.
Ouais, c'est une vraie question, un message adressé aux jeunes qui ne croient pas en eux. En fait, je suis assez d'accord avec toi. Et en même temps, j'ai envie de leur dire, si vous ne prenez pas cette parole, si vous ne prenez pas cette place, en fait, il y a des gens qui le feront pour vous. Et vous n'avez peut-être pas envie que ces gens-là prennent cette place. Donc, allez-y, occupez l'espace. Et aussi, ne pas oublier que si on peut avoir peur individuellement de prendre la parole, il faut aussi compter parfois sur le collectif. Et il y a plein de choses, des associations, des syndicats, qui peuvent justement donner une voix plus forte, plus collective à des idées personnelles. Et je trouve ça important de remettre ce collectif-là quand on a du mal, justement, peut-être parfois à se dire « moi, tout seul, ma voix, elle peut compter ». En fait, c'est toutes nos petites voix ensemble qui peuvent aussi changer les choses parfois. Les nouvelles générations ont-elles une manière différente de s'exprimer et de défendre leurs idées? Carrément. Et c'est trop bien. Non, ça a été sur les questions de politique de jeunesse, ça a été un truc... pendant très longtemps, on disait « ouais, les jeunes, ils s'engagent moins que leurs aînés, ils s'en fichent, la politique, ça les intéresse pas ». En fait, pas du tout. Les générations plus jeunes aujourd'hui, elles sont très politiques, mais simplement, elles ne vont pas les traduire de la même manière que leurs aînés. C'est-à-dire que ça va être moins par l'adhésion à un parti politique ou un syndicat, et plus par de la pétition en ligne, du soutien sur les réseaux sociaux. La manifestation, quand même, c'est revenu pas mal. Il y a eu des grandes marches pour le climat il y a quelques années. On va vraiment venir s'engager pour une cause de manière très importante. Et je trouve ça chouette de pouvoir renouveler aussi les modes d'engagement, parce que c'est l'ouvrir à un plus grand nombre de personnes. En fait, il y a forcément une manière de s'engager qui, aujourd'hui, peut correspondre à la manière dont on a envie de porter sa voix. Et donc, tant mieux qu'elle s'engage différemment. Moi, je trouve ça plutôt positif. Je pense qu'on a des choses à en apprendre et qu'il ne faut pas avoir peur de ce changement-là, et encore moins le juger. Ça me paraît essentiel. Je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, comment tu t'engages, justement C'est quoi tes modes d'engagement? Si t'en as. Oui, les pétitions en ligne, c'est le moyen le plus rapide, on va dire, de s'engager ou de défendre quelque chose. Les manifestations, en fait, c'est surtout les réseaux qui, on va dire, c'est comme ça que nous on arrive à s'exprimer, à s'engager. Et en vrai, j'aurais pas autre chose à ajouter à part que c'est grâce aux réseaux. Enfin, les réseaux, c'est ça qui nous aide. Et je trouve que c'est aussi cool le fait que nous on s'engage comme ça, parce que c'est pas forcément comment on va dire les adultes ils le faisaient avant. Et je trouve que ça permet aussi de toucher un peu plus de personnes, parce que vu qu'on le fait sur les réseaux, ça va intriguer un peu plus de gens pourquoi ils le font sur les réseaux. Et là, s'intéresser à ce qu'on revendique. Et voilà. Ouais, puis je pense qu'il n'y a pas de confrontation nécessairement entre les différents modes d'engagement. Moi, je les trouve très complémentaires en réalité. Et ils permettent à tout le monde en fait, de s'engager d'une manière ou d'une autre. Donc, plutôt positif. Et tant mieux si tu as trouvé ton mode d'engagement. Ça, c'est chouette aussi. Au revoir. Ouais, merci beaucoup pour cet échange. C'était très chouette. Plein de choses en commun, finalement. Oui. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Mots Croisés. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous suivre sur nos comptes Instagram et TikTok @trouve-ta-voix avec un X, et à laisser un commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. À bientôt!